Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, présentation d'un nouveau format. Vous allez voir, c'est plus que surprenant. On va en apprendre énormément. Avec Eric, vous le connaissez, on l'a présenté à maintes fois, que ce soit en exposition ou dans des reportages ou dans des présentations de magazines de modélisme. On ne présente plus Eric. Eric, peux-tu venir s'il te plaît ? Bonjour et bienvenue à la boutique LF Modélisme, comment ça va? Nous avons la communauté donc de LF Modélisme qui est ici présente et je leur disais que nous allions donc prochainement, dès aujourd'hui, dès cet épisode-là, animer donc une nouvelle animation, une sorte de documentaire, mais pas que, plein d'informations. On va parler de train, on va se faire plaisir, on va appeler ça un petit peu les docs d'Eric, donc c'est comme ça qu'on va essayer un petit peu d'animer tout ça. Ça consiste à quoi? Cette émission va vous permettre de voir comme ça à la fois le modèle du modéliste et puis dans la vraie vie comment était le matériel que nous allons étudier. Alors ça c'est super bien parce qu'on va faire justement un rapprochement donc miniature réelle, c'est super important, mais justement pour les personnes qui ne t'avaient pas encore vu, est-ce que tu peux encore rapidement te présenter? Alors bonjour, je suis Eric Machin, je suis le rédacteur en chef de AMT Modélisme Magazine. Voilà, la seule revue de modélisme en ligne, gratuite. On en avait parlé, on l'avait souligné, donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de ce magazine qui est vraiment exceptionnel. Écoute, nous on va claquer des doigts et puis on va se retrouver dans notre tenue un petit peu de présentation, on va en parler du produit du jour, ok, c'est parti? Allez, c'est parti, on se parle. Hop, voilà, après un claquement de doigts, nous voici à nouveau, mais on a revêti nos casquettes de chef, Eric, on est là, on est bien, non? On est devant la boutique LF Modélisme. On va parler donc dans cette nouvelle format avec les docs d'Eric. C'est comme ça qu'on va appeler justement ces documentaires que l'on va parler, ces déballages, etc. Aujourd'hui, pas n'importe quelle entrée en matière. Moi, je suis mauvais en mathématiques. Droit 2 plus 3 plus 1, pour moi, ça fait 6. Mais en fait, c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? 2 plus 3 plus 1, ça fait 6, oui, mais ça fait aussi une locomotive à vapeur. Et voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle les locomotives 231? Tout simplement parce qu'on distingue les essieux porteurs des essieux moteurs. Donc, 2 essieux porteurs, 3 essieux moteurs et 1 essieu porteur. 231. Je pense qu'avec cette facilité d'apprendre, même vous, peut-être vous ne savez pas encore comment établir le nom d'une locomotive à vapeur. Même moi, je viens d'apprendre quelque chose. Bon, je bluffe un petit peu, mais 231, donc c'est pas juste une addition, c'est vraiment 2, 3, 1, comme ça qu'on détaille. Donc on pourrait prendre n'importe quelle locomotive devant nous vapeur, on pourrait déterminer son nom, c'est ça? Absolument. Si vous prenez une 030, par exemple, vous avez 0 essieu porteur, 3 essieux moteurs et 0 essieu porteur. Bon, mais ça c'est super. Voilà. Ce que je te propose, Eric, c'est qu'on puisse s'installer et présenter aujourd'hui la locomotive du jour. C'est bien ça? C'est ça. Donc 231. Allez, on y va. Nous voici donc sur la table devant la boutique avec un superbe modèle aujourd'hui, un modèle donc REE modèle, il s'agit bien de la 231, mais raconte-nous un petit peu, avant qu'on déballe et qu'on puisse poursuivre son test tout à l'heure un petit peu, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette machine. Alors, l'histoire de cette machine, d'abord, c'est une machine qui est très ancienne, la 231, puisque les premiers modèles de type 231 datent des années 1910-1911. Le principe a été mis en place aux États-Unis. Et puis ensuite, elles sont arrivées en Europe, parce que ça a intéressé beaucoup de gens, parce que c'est une locomotive qui était puissante et qui pouvait tracter aussi bien du voyageur que du marchandise. Les 231, elles ont été faites avec tout un tas de séries de différences, d'options, etc., un peu comme les options d'une voiture maintenant. Elles sont lettrées pour aller de A à K, selon les modèles. Il y a eu quand même 1300 locaux qui ont été faits comme ça sur le réseau français. Le réseau qui, à l'époque, je le rappelle, n'était pas encore la SNCF. La SNCF, la naissance, c'est 1938. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a eu plein d'options comme ça? Eh bien, tout simplement parce que les différentes compagnies, elles ont voulu avoir des machines adaptées à leur géographie, selon qu'on était en milieu de plaine, de montagne, vers la mer, selon qu'il y avait du chargement lourd à transporter, comme dans les réseaux du Nord, par exemple, où il fallait transporter des trains de minerais. Voilà. Et puis, ensuite, selon également le placement des dépôts.
parce que une loco vapeur, ça fonctionne avec du charbon et de l'eau. Et donc, certaines ont choisi d'avoir des tendeurs plus ou moins importants pour stocker plus ou moins de charbon ou d'eau. Par rapport aux distances à accomplir, etc. Oui. Voilà. Alors, la consommation, ça fait quand même frémir. Sur un tendeur, on avait à l'époque 35 à 40 mètres cubes d'eau pour 7 à 10 tonnes de charbon. Ce qui nous fait quand même une consommation de 100 à 150 litres d'eau par kilomètre et 10 à 20 kilos de charbon par kilomètre. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Donc il fallait des relais réguliers, des dépôts pour pouvoir faire surtout le plein d'eau. Voilà. Donc on faisait pas, par exemple, Paris-Lyon direct. C'était pas possible. C'est ce que j'allais justement te demander. On faisait pas des distances facilement comme ça, sans penser au ravitaillement. Non. Il faisait selon les modèles de machines, tout type de machines confondues pour les machines de ligne, bien sûr. Ouais. On faisait 100 à 250 km, quoi, selon la géographie, le type de tendeur, etc. Et puis les machines de manœuvre, elles sortaient pas de rétablissement, par exemple, parce que sinon ils étaient tout de suite en panne. Ouais. Et justement, pour revenir un petit peu sur l'initial qu'on parlait justement 2-3-1, est-ce que ça affecte justement dans le confort, dans la robustesse, dans tout ça un petit peu qu'est-ce qui détermine vraiment qu'on va avoir une locomotive 2-3-1 ou etc. Alors ça dépend en fait c'est une conception générale de l'ingénierie, parce qu'au départ on faisait des machines avec relativement peu de roues, et puis on s'est aperçu que si on voulait avoir plus de couple, il fallait faire des machines avec des roues de plus en plus grandes. Et ça a fait ses limites, évidemment. Quand vous avez des roues qui font 2 mètres de haut, là on atteint les limites, quoi, à peu près. Et donc on s'est tourné vers un autre type de fonctionnement, d'où des machines avec plus d'essieux moteurs et aussi des essieux porteurs. Alors on a eu comme ça les 231, on a eu des 140, on a eu des 141, on a eu plein de modèles comme ça différents, parce que on était toujours à la recherche de quelque chose qui soit à la fois performant, rapide, qui puisse tracter beaucoup de matériel. Alors, sur la 231, ce qu'il faut voir, c'est que il y a eu André Chapelon, qui est un ingénieur très connu, qui a permis de faire beaucoup d'améliorations. Il est intervenu sur cette machine en 1929, à partir de 1929, et il a retravaillé complètement le concept de façon à augmenter sa puissance. Il a gagné jusqu'à 20% de puissance sur le modèle. C'est énorme. C'est quand même énorme. C'est énorme. Ouais. Et puis cette machine, elle a été utilisée donc très très longtemps, puisque jusque dans les années 60. Cette machine a été également mise en tête de grands trains prestigieux, comme la Flèche d'Or qui faisait le Paris-Londres, ou encore le Train Bleu qui faisait le Paris-Nice. Voilà. Assez connu, le Train Bleu en référence. Ah oui, ça fait partie des trains très très célèbres. Voilà. C'est une machine qu'on retrouve chez certaines associations, elle a été préservée, et on peut en voir une, notamment la Cité du Train. C'est une machine qui est aussi mythique, parce que on l'a beaucoup vue sur les rails, et puis on en a même fait des chansons, de la musique. C'est original, ça. Oui, c'est assez original. Pacifique 231 de Arthur Honegger, qui a été repris d'ailleurs dans un film par la SNCF. Ils en ont fait un film à partir justement de ces musiques. Ils ont tourné des images pour aller avec cette musique-là. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et puis, il y a eu Raphaël qui, plus récemment, a fait un album avec ce titre, Pacifique 231. D'accord, très intéressant ça, ce que tu me dis. Est-ce qu'on peut justement mêler cette locomotive à une locomotive puissante et polyvalente? Oui, tout à fait. C'était une machine très puissante et très polyvalente. C'est ce que cherchaient toutes les compagnies. D'accord, ouais, parce que justement, tu nous as énuméré qu'elle faisait des lignes assez prestigieuses, mais est-ce qu'elle revêtissait également une robe différente? Alors, elle a eu une robe qui a changé. Au départ, elle avait une ligne relativement épurée, donc un peu type cigare. Et puis ensuite, on lui a mis des parfumés de chaque côté. Alors, certains disent que ça cassait la ligne. Oui et non. C'est affaire de goût. Moi, je trouve que ça lui va bien, les parfumés.
Après, selon les compagnies, effectivement, il y avait des couleurs différentes. Vous avez la Paris-Orléans qui était noire et grise. Sur les PLM, elle était toute noire. Et sur les Nord, la compagnie du Nord, c'était des machines qui étaient marron, couleur chocolat. C'est assez rigolo d'ailleurs. Oui, un petit peu comme on voit le modèle qui est ici présenté, voilà. Couleur chocolat. C'est vrai que généralement, les gens, ils disent souvent, tiens, la 231, elle est couleur chocolat, alors que moi j'ai un petit coup de cœur plus pour on va dire Paris-Nice, on va dire, en étant bon niçois. Donc, qu'est-ce que tu peux nous apprendre encore un petit peu plus sur la 231 avec toutes ces informations, les docs d'Eric, c'est vraiment très complet là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus, c'est aussi une machine qui a été faite en timbre. Il y a eu un timbre édité par la Poste sur cette machine-là. C'est quand même pas fréquent. C'est pas fréquent. C'est quand même pas mal. Ou je pense que beaucoup de philatélistes doivent se bagarrer pour essayer d'en posséder. Oh, je pense, oui. Enfin, je suis pas philatéliste, mais je pense que ça doit se trouver, ouais. Et puis autrement, la Pacific, c'est une... alors, elle a un nom quand même particulier, Pacific. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a vraiment traversé l'océan, puisque les premières machines qui étaient fabriquées par le Baldwin aux États-Unis ont été livrées en Nouvelle-Zélande. Donc, la traversée du Pacifique. C'est bien ce que tu dis, parce que justement, j'allais te poser la question, pourquoi ce nom Pacifique réellement ? Parce que il n'y a pas l'océan Pacifique à portée de France. Et non. Donc, et c'est quand même une appellation assez non commune, on va dire. Non commune, mais on a eu comme ça des machines qui avaient des noms un petit peu hors du commun. Mais c'est pas la seule machine d'ailleurs à avoir traversé l'océan. Il y a eu la 141R qui a traversé l'océan. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera sûrement dans d'autres docs prochainement, puisqu'on sait qu'elle a eu quand même une vie assez avec des hauts et des bas quand même. Tout à fait. On en parlera prochainement dans un autre doc. Les docs d'Eric, ça sera en fréquence généralement une fois par mois. Une fois par mois, aléatoirement, on fera sur un nouveau matériel une autre locomotive. Ça peut être des wagons, des voitures voyageurs, des locomotives, tout ce qui touche au ferroviaire. On est bien d'accord, doc, puisque tout ce qui touche au ferroviaire. Bon, écoute, si là c'est bon pour toi, je pense qu'on passe à l'intérieur pour faire le déballage de ce modèle réduit, parce que les docs d'Eric, c'est aussi ça. On va aussi découvrir un modèle réduit qui s'apparente au modèle réel. En l'occurrence aujourd'hui, donc c'est un modèle RE, c'est ça ? Donc on n'en dit pas trop, mais on va le déballer ensemble. Voilà, c'est un modèle RE et je trouve très chouette. J'en dis pas plus. Allez, on va voir ça ensemble. C'est parti, on se voit à l'intérieur. Nous voici donc maintenant un claquement de doigts, on est derrière le comptoir à la boutique. On va faire donc le déballage de cette machine. Eric, moi je vais juste ouvrir le capot et puis on va découvrir ensemble. Donc il s'agit d'un modèle de chez RE Modèle et c'est une 231 bien entendu qu'on va découvrir puisque c'est l'intitulé du jour. Alors on voit ça ensemble. Donc boîte traditionnelle bleue avec les indications, l'échelle, etc. Rien de très surprenant jusqu'ici. Une protection mousse également par-dessus. Donc ça, c'est un modèle qui est sorti quand à peu près, Eric ? Celui-là, il est sorti cet automne. Donc il est récent, celui-ci ? Oui, il est récent. D'accord. Il est récent. Ok. Ici, on trouve l'histoire d'une série avec PLM. Donc je pense avec un petit peu d'illustré. Voilà. C'est un peu illustré et ça vous explique un peu les différentes séries de la PLM puisque c'est le même cahier qui se trouve dans les différents coffrets. Okay. Ça c'est une 231E, mais vous en avez d'autres qui sont proposés par RE, soit avec le marquage SNCF, soit avec le marquage PLM. D'accord. Allez, je te laisse sortir donc de l'écran cette belle machine. Comme ça, le temps que tu sortes ceci, moi... On a ici la loco, et puis on remarquera pour les amateurs, le petit kit pour le surdétaillage. Voilà. Alors donc, tiens, une petite question, est-ce que pratiquement tout le monde met le surdétaillage ou pas ? Ou est-ce que c'est plus destiné à quoi ? En vitrine, c'est plutôt pour les gens qui font de la vitrine. Voilà. D'accord. Ce qu'on appréciera quand même dans le kit de surdétaillage, là, c'est ils ont enfin pensé à mettre un chauffeur et un mécanicien. Ah, ça c'est bien. Oui, c'est bien parce que la plupart du temps, c'était quand même pas le cas jusqu'à présent. Et là, on va voir ça. Ils l'ont mis. Voilà. Et puis il y a même le tout petit tube de colle avec. Ah, mais ça c'est bien, c'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. Voilà, on ne parlera jamais donc de tarifs donc dans les docs d'Eric, mais on connaît tous la valeur marchande du matériel roulant de nos jours. Et je trouve que ce petit plus, ça fait un petit détail sympa quand même, ça fait la différence. Quand même, oui, tout à fait, parce que là on a par exemple, là on voit pas à cette distance-là, mais dans le sachet là vous avez les plaques SNCF qui sont métalliques. D'accord. Vous pouvez remettre par-dessus. Ça c'est bien. Simplement peint.
Moi j'aime bien ces petits accessoires là de mettre justement le chauffeur et tout là, donc c'est plutôt pas mal. Oui, surtout que en plus trouver un chauffeur et un mécanicien des fois c'est un peu galère. À l'échelle à chaud, c'est vrai et puis quand on en trouve, ils sont pas donnés non plus. Hein. Ils sont pas donnés et puis c'est toujours un peu les mêmes positions aussi des fois. C'est un peu, Il faut souvent bricoler pour faire un truc joli. Bon, quoi d'autre dans notre boîte, Eric, hein, à part c'est tout. La mousse. Hein. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le côté détaillage des boîtes. Voilà, blanc, rien de plus à afficher. Écoute, on va quand même ouvrir de l'écran la 231 avant de la poser sur les rails. Est-ce que celle-ci, c'est une fonction sonore ? Oui, c'est une machine. Alors, elle existe en modèle analogique, en modèle numérique sonore, et celle-ci, elle fait son et fumée pulsée. Oh, ça c'est génial. Ah, ça c'est un jouet. Ça c'est bien ce que tu dis parce que on n'oublie pas de jouer. En fait, c'est un jouet d'une certaine valeur, bien entendu, mais on se fait plaisir parce qu'on s'amuse, on joue. Donc c'est un matériel donc récent et on va donc la déballer quand même avant de la poser sur les rails. Je vais mettre ça de côté. Donc, est-ce que tu vas mettre les personnages, j'imagine, prochainement? Je vais mettre les personnages prochainement. Ah, ça, c'est vrai qu'elle est jolie, hein, elle est belle. Voilà, elle est quand même très jolie. Alors, faut faire attention, comme toujours, dans ce genre de matériel, où on met les doigts. Oui, parce que... fait de casser quelque chose. Mais surtout sur les locomotives à vapeur, quand même, il y a un surdétaillage. Il y a plein de trucs qui sont... Hop là, je t'aide un petit peu. Voilà. Ça, on enlève la robe plastique. Voilà. Bon, faut savoir que c'est quand même un bel écrin, c'est bien protégé. Très bien protégé. C'est quand même important de parler du package, quand même, packaging, même si je sais que c'est un mot un petit peu anglais que certaines personnes n'aiment pas. On va parler donc de la boîte, l'emballage. Il y en a pour tout le monde au moins. Mais c'est important d'avoir quand même un endroit où bien stocker ces machines, quand même. Oui, parce que d'abord on les a pas toutes en même temps sur le réseau d'une part, et d'autre part, quand on veut les emmener en voyage, comme c'est le cas ici, on est bien content qu'elles soient bien emballées. C'est ça. Moi, ce qui me saute aux yeux directement, c'est quand même le niveau de détail qui est relativement assez élevé quand même. Mais c'est vrai que faut faire attention là où on met les doigts, comme tu disais. Faut faire attention. Alors, ce qu'il y a là, c'est que cette machine est solidaire du tendeur. Donc, contrairement à d'autres modèles, on ne peut pas détacher le tendeur de la loco. Mais c'est intéressant malgré tout parce que ça permet d'avoir une prise de courant beaucoup plus importante. D'accord. Donc, pas de problème de machine qui reste en rideau quelque part. Oui, ça c'est bien parce que c'est arrivé sur pas mal de machines de locomotives vapeur par rapport. Ça c'est une bonne nouvelle. Allez, toi qui nous parlais de la 231 donc dans les docs d'Eric en préambule, pour toi, est-ce que c'est un modèle fidèlement bien reproduit? Je pense que tu as dû le regarder bien sur toutes les coutures depuis que tu l'as. Est-ce que tu peux dire que c'est un modèle fidèlement bien reproduit? Oui, c'est un modèle, c'est un beau modèle. De toute façon, REE réputé pour faire des beaux modèles, et là, c'est clairement un beau modèle. D'accord. C'est très très chouette. Bon, écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille le poser sur les rails du réseau de la boutique qui est en construction, chantier, vous le savez, petit à petit. Mais la star aujourd'hui, c'est la 231, ok? Allez, on va sur le réseau, c'est parti Eric? Allez, on y va, c'est parti. Regardez comme on est bien avec un super modèle, Eric. On est bien là. Là, on est bien parce qu'on a la 231. Donc, c'est quel modèle, quelle version celle-ci? Ça, c'est la version E. D'accord. Voilà, avec la plaque SNCF. D'accord. Bon, elle est fabuleuse. On a mis en marche donc le son. Il y a une belle cinématique en même temps. Ça joue tout seul quand on met le son, c'est ça? Ah oui. Quand on met en place la loco, on a d'office un très joli son de démarrage. Et puis aussi, on le verra tout à l'heure, des sons de freinage qui sont vraiment géniaux. Ouais, c'est ça. Donc en plus, cerise sur le gâteau, celle-ci, elle fait de la fumée. Elle fait de la fumée. Donc, ça, c'est un peu bien, ouais. Alors moi, ce que je propose donc à la communauté, moi, je vais me mettre derrière. Je vais appuyer sur quelques petits boutons. Eric, il va nous commenter un petit peu ce qui se passe ici à l'écran. Et puis, on va prendre plaisir avant tout. C'est bien ça? On joue au train. Allez, c'est les docs d'Eric. Bon Eric, là t'es bien, t'es en position comme un enfant, proche du réseau, donc là on est bien, on est au plus proche du jeu comme on peut dire, c'est ça? Bon, moi j'aime beaucoup jouer avec mes trains. Non mais ça c'est génial. Bon écoute, ce que je te propose c'est que voilà, moi je vais éteindre la séquence du son et puis on va la relancer tout simplement. Voilà, et là on entend le charbon en train d'être pelleté. Voilà. C'est la séquence ou est-ce qu'elle s'anime toute seule, c'est ça? C'est ça. Là, on est sur la séquence de démarrage. Bon, on va lui mettre un petit peu de fumée quand même. Voilà. Et alors, on va avoir la fumée là, qui sort. Ça, c'est génial. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme produit? Alors, pour mettre là-dedans, on évitera l'huile de cuisine, si vous voulez pas gauger votre loco, n'est-ce pas? On fait pas des frites, C'est de l'authentique.
Moi, j'utilise un produit Falair, voilà. Il y a d'autres marques qui font ça. C'est un truc qui est fait exprès pour ça. Alors, attention à ne pas l'utiliser en le versant directement avec la bouteille, parce qu'on vous dit qu'il y a le petit truc là pour verser. Et c'est pas assez précis. C'est pas assez précis, c'est garanti pour gauger les locaux. Ouais. Donc, trouvez-vous une seringue ou quelque chose de très fin comme ça pour aller mettre votre produit dedans. Il y a un trait de niveau de remplissage ou c'est vraiment comme ça? Non, il n'y a pas de trait de niveau de remplissage. Donc, faut y aller doucement, quoi. On n'y met pas une cuillère à soupe. Ok. Allez, on va faire un petit coup de sifflet. Ouais. Ouf. Voilà. Alors, il existe deux types de sifflets, un sifflet court et un sifflet long. Vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'on a aussi un effet d'écho. C'est super quand elle est dans un tunnel. Et puis autrement, on a évidemment la fonction phare, voilà, qu'on voit ici. On a le pelletage du charbon. Et puis tout à l'heure, quand on va la faire rouler, vous écouterez l'arrêt avec les crissements de frein, une vraie mélodie. Ben moi j'ai hâte là, je vais l'envoyer là. Ouais. Allez, c'est parti, on lui fait faire ses premiers tours de roue. Allez, attention départ. C'est fabuleux quand même. Hein. Moi je suis comme un gosse avec mes jouets. Hein. Ah, je vois qu'en plus de ça, il y a c'est pulsé. La fumée est pulsée. Hein. Donc on a vraiment l'impression d'être sur une vraie loco. Au revoir, à tout à l'heure. Bien Eric, là en attendant que la locomotive arrive en gare pour écouter justement le son de freinage, commente-nous un petit peu justement cette machine, un petit peu sa robe verte justement. Alors la robe verte, ça c'est une robe PLM, voilà, donc Paris-Lyon Méditerranée. Et les PLM avaient deux types de robes, les vertes et les noires, voilà. C'était un peu leur spécificité. Là on est sur une 231 qui est plutôt en fin d'option, en fin de parcours, si j'ose dire, puisqu'on voit qu'on a les parfumés, donc on n'est pas en début de série. D'accord, je vois ce que tu veux dire. On a entendu donc le crissement de frein qui était vraiment bien exécuté. La cinématique de son est vraiment exceptionnelle. Ah oui, c'est exceptionnel. En plus, on a une vingtaine de sons au bas mot sur cette machine-là. On a aussi des sons d'attelage, donc le pelletage du charbon, les attelages, la mise en route des dynamos, l'éclairage, etc. Bien, allez, on prend position Eric, on était donc sur le réseau, on s'est fait plaisir avec quelques tours de roue et présentation donc, de ce superbe modèle. D'ailleurs, une chose importante à dire et qu'on doit répéter pour certaines personnes qui veulent s'essayer, c'est vrai que dans les courbes, ça passe pas tout le temps sur des réseaux. Je tenais à signaler que moi sur le réseau, c'est du R2 de la voie Pico à Balassé, donc ça passe aisément. Si vous vouliez vous poser la question, c'est important de le rappeler, ça quand même pour certains modèles. Tout à fait, parce que quand on a des belles locaux, il y a des fois on se dit elle est belle ma loco, mais elle tombe pas sur mon réseau parce que les courbures sont trop petites. Donc si vous avez un réseau petit, la 231, ça passe bien. 3 essieux moteurs consécutifs, c'est le maximum qu'il faut avoir. Après, si vous passez sur une 141R, il faut que vous pensiez avoir des courbures plus importantes. Donc là, celle-là, la 231, elle passe super bien. Vous n'aurez aucun problème. Ouais, c'est vrai, comme vous avez vu, le tour donc du réseau, ça passe aisément. Il y a eu quand même pas mal de modèles reproduits de la 231. On peut parler de quelle marque justement en miniature? Alors, la première des marques, évidemment, auxquelles on peut penser, historiquement, c'est quand même la marque Märklin.
Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une loco qui datait des années 10. Eh bien, très très tôt, on a fait des locaux 231. Dès 1913, Märklin sortait des versions de 1913 à 1919. Voilà, on a eu 3 versions. La version mécanique, la version électrique, sachant qu'à l'époque, dans les rails, vous n'aviez pas du 12 volts comme maintenant, mais du 60. Ça devait être costaud quand on mettait les 2 doigts dessus. Et puis la version aussi vapeur vive, donc où là, ça devait être chouillant, quoi, au sens premier du terme, parce que mettre de la vapeur vive dans une machine au 43e, ça devait donner. Niveau sécurité, c'était peut-être pas top, hein. Mais bon, il y avait un petit peu moins d'insouciance aussi à l'époque. On parle quand même d'une amplitude de 1 siècle de miniature sur ce modèle quand même. Oui. C'est pas anodin. Tu nous parlais aussi de modèles mécaniques, donc c'est un petit peu ce genre-là avec une clé. Hein. Alors c'est le cas de celle-ci. Celle-là, c'est un modèle mécanique. Alors, voilà, vous avez le trou pour mettre la petite clé, et puis le stopper qui est là. Hein. Voilà. On est dans du jouet, là, on est d'accord. On est complètement dans du jouet, parce qu'on peut remarquer que la 231 est devenue une 020. Ça, c'était les modèles de chez Hornby. Voilà, là, c'est le modèle bas de gamme, quoi. Et donc, mais ça tombe bien, hein, c'est très puissant. Oui, c'est puissant. Hein. Ouais, c'est très puissant. Quand le ressort est en bon état, franchement, ça vaut le coup de se faire plaisir, quoi. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que chez Hornby, c'était des Anglais, ils s'embêtaient pas trop à respecter les compagnies françaises. Donc là, on a une loco qui est quand même couleur chocolat, donc compagnie du Nord, alors qu'on a un marquage Est. Magnifique. On se demande ce que vient faire le chocolat de ce cas-là. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, on est sur du jouet. Les enfants prenaient plaisir à avoir ce genre de choses, et c'est quand même l'essentiel, c'est de jouer. Ouais, c'est ça qui est important. D'autres marques également ont fait ce genre de matériel. Oui, évidemment, côté français, vous avez Jep, au 43e, qui a fait des versions électriques et mécaniques aussi. Toujours avec évidemment les mêmes problèmes de sécurité à l'époque. Hein. Et puis ensuite, on a eu plein d'autres marques qui se sont arrivées avec le 87e et l'arrivée du plastique, bien sûr. Des gens comme Riva, Fleischmann, voilà. Et puis Jouef, évidemment. Hein. Par exemple. Avec celle-ci. Voilà, vous avez ici une Jouef Champagnole. Donc, on est malgré tout sur un modèle qui est quand même bien plus réaliste que ça, mais on reste sur du jouet, parce que quand on regarde les tubulures, c'est coulé dans la masse, hein, c'est monobloc, donc ça permet à un enfant de le prendre facilement sans rien casser. Et c'est quand même bien d'avoir des machines qui soient des vrais jouets. Un enfant de 6 ans, on peut lui confier ça. La 231 numérique que j'ai apportée. Ouais, c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup de détaillage. Voilà. Là, c'est vrai qu'on peut prendre en main. Il n'y a pas grand risque d'abîmer la locomotive. Voilà. C'est analogique, bien entendu. C'est digitalisable, là? C'est digitalisable à condition de prendre un fer à souder et puis de se lancer. Petit truc sympathique, je sais pas si c'est toi Doc qui les a mis, mais il y a aussi donc le chauffeur qui est il y a chauffeur. Ou est-ce que c'est d'origine? Non, c'est pas d'origine. D'accord, ok. On ne mettait jamais les équipages, et moi j'aime bien que mes locaux soient pas des locaux fantômes, qu'ils soient pilotés. D'accord. On va parler donc des docks d'Eric une fois par mois. Aujourd'hui, c'était la vidéo d'introduction avec la 231. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez aimé ce nouveau format, donc les docks d'Eric qui va paraître une fois par mois. C'est la fréquence qu'on va essayer de donner justement aux abonnés. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le prochain épisode? Qu'est-ce qu'on peut révéler? Eh bien, là, on est dans la vapeur. On arrive avec les 231 sur des machines qui arrivent en fin de service et qui vont voir les derniers jours de la vapeur. Logiquement, ça va être pris en charge par le diesel, tout ce qui est trafic. Donc la prochaine fois, ce sera une diesel. D'accord, ça, on laisse dire long sur le beau sujet qu'on va vous présenter le mois prochain, aléatoirement, dans le mois bien entendu. Mais les docks d'Eric, ça s'arrête pas que à la locomotive, ça sera aussi, on parlera de ferroviaire pur et dur, de la signalisation, du miniature, tout ce qui touche donc à notre passion. C'est bien ça l'idée en fait. C'est donc ça. Et comme vous avez vu, on est là, hein, on se moque pas de vous, on a les casquettes bien mises. Regardez, on peut rappeler le logo que tu as quand même sur la casquette. Oui, le logo sur la casquette, évidemment, c'est le logo de mon magazine, AMT Modélisme Magazine. Donc cette vidéo que vous retrouverez prochainement, donc pour le prochain numéro, voilà, avec également une partie de ce que vous avez entendu qui sera écrite aussi, et puis d'autres choses encore en plus.
Voilà. Bon, ben super. Si on devait faire une conclusion sur l'épisode d'aujourd'hui, en parlant de la 231, pour faire une petite conclusion, une petite synthèse de cette machine, on dirait quoi? La 231, une machine qui est une machine mythique. Voilà, je crois que c'est ça, tant pour le côté réel que pour le côté rêve aussi que ça a apporté, hein, ce que je disais, la création de musique à partir de cette machine, et puis également pour le modélisme, c'est une mythique parce que des jouets champagnol chocolat comme ça, mais vous en trouvez plein sur le marché de l'occasion. Elle a été produite à des milliers d'exemplaires et c'est vraiment la loco que vous devez avoir sur votre réseau. Ouais, ben c'est vrai que elle a fière allure en tout cas. Bon, même si vous avez un petit réseau en digital, bon ben si vous savez bricoler un petit peu, mais en tout cas Doc a dit que c'était possible donc de l'aménager en digital. Mais c'est vrai qu'elle a fière allure et c'est vrai que tiens, qu'est-ce qu'on lui mettrait, des voitures voyageurs plutôt ou une belle rame lourde derrière? Qu'est-ce qu'on lui mettrait là, Eric? Une petite composition là. Au choix. Moi je dirais le train bleu. Paris-Nice. D'accord, ok, très bien. Moi, ça me va, hein, en étant niçois, forcément que ça me va. Doc, un grand merci à toi pour cet épisode qui nous a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions. Je suis sûr que Doc et Eric se fera un plaisir de vous y répondre. Moi, je vous dis un grand merci à vous d'avoir suivi cette première. Il y en aura d'autres à présent. On dit à bientôt. À bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.